Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la première séance d'optique géométrique. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est que la lumière, comment est-ce qu'on va la modéliser dans le cadre de l'optique géométrique, quelle est la différence entre optique géométrique et optique ondulatoire que vous allez peut-être faire l'année prochaine, et aussi quelles sont les lois qui disent comment un rayon lumineux se propage dans un milieu homogène isotrope, mais aussi à la surface lorsqu'il traverse un dioptre. Alors pour commencer, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est une onde électromagnétique qui est donc caractérisée, je vous renvoie au chapitre sur les ondes qu'on a traité déjà ensemble, par sa fréquence et sa célérité, d'accord? Donc la lumière va être une onde caractérisée par sa célérité, sa fréquence, et vous savez que lorsqu'on a une célérité et une fréquence, on peut définir ce qu'on appelle une longueur d'onde, donc ce qui va nous servir aussi. D'accord? Bon, vous verrez dans le cours Introduction à la mécanique quantique qu'en fait, la lumière peut aussi être vue et en fait est un phénomène quantique, c'est-à-dire un flux de particules qu'on appelle le photon. D'accord? Le photon, on appellera fréquence du photon la fréquence de l'onde électromagnétique et sa longueur d'onde, la longueur d'onde de l'onde électromagnétique. Simplement, on va être face à deux cas en optique géométrique, soit la propagation d'une onde lumineuse dans le vide, soit dans un milieu. Alors dans le vide, vous savez que la vitesse de la lumière se propage à ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, d'accord, justement, et c'est ce qu'on note C, d'accord, la constante C, qui vaut environ 3×10 puissance 8 mètres par seconde, d'accord. Sa fréquence, est donnée, c'est f, petit f, d'accord, et lorsqu'on a la fréquence et la célérité dans le vide, on peut définir la longueur d'onde dans le vide de la lumière qui va être la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Maintenant, les expériences montrent que dans un milieu, la vitesse de la lumière est un petit peu différente. Et on va avoir une vitesse, une célérité, qui va être c, la vitesse de la lumière dans le vide, divisée par n. D'accord ? N est un facteur, est juste un nombre, d'accord, qui est spécifique au milieu. Dans chaque milieu, on a un n différent. N est en fait appelé l'indice de réfraction du milieu. Très bien. La fréquence ne change pas quand on passe dans un milieu, donc la fréquence va toujours être f. Cependant, maintenant, si on refait le même calcul, lambda dans le milieu va être v divisé par f, et donc on aura un facteur n de la même façon. Donc lambda va être égal à lambda 0 divisé par n. D'accord? Juste quelques ordres de grandeur à propos de la lumière. Donc le domaine du visible se situe entre 400 et 800 nanomètres. D'accord? Et le maximum de sensibilité de l'œil se situe pour lambda, égale 560 nanomètres. D'accord? Bon, voilà pour les ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'on a envie de décrire en optique géométrique? C'est en fait pouvoir décrire géométriquement, comme le dit le nom du chapitre, la propagation de la lumière dans un milieu. D'accord? C'est pouvoir dire, par exemple, ici je vais avoir une pièce de verre, et quand un rayon arrive comme ceci, il va voyager comme là, comme ceci, et voilà. Et pouvoir décrire ça par des tracés géométriques. Simplement, vous savez peut-être tous qu'il y a un phénomène de diffraction quand on passe dans une fente qui est trop petite par rapport à la lumière. Vous avez sans doute vu ça. Lorsqu'on a une fente ici, et qu'il y a un faisceau incident de lumière, on sait qu'il va ressortir diffracté avec un angle θ qui va être de l'ordre de grandeur de lambda, la longueur d'onde de la lumière, divisé par la taille d du diaphragme. D'accord? Ainsi, ici, si on a diffraction, on ne peut plus parler d'optique géométrique, puisque le rayon ne va pas suivre un tracé bien précis. Le faisceau de rayons va se séparer et chaque rayon va avoir sa propre marge. D'accord? Donc on ne va plus pouvoir décrire les rayons lumineux sous cette forme-là. D'accord? Ce ne sera plus déterministe et on ne saura pas si un rayon arrive comme ça, s'il va
plonger vers le bas ou monter. D'accord ? Donc pour qu'on soit dans l'approximation de l'optique géométrique, il faut absolument que lambda soit ici très petit devant toutes les tailles caractéristiques du système, c'est-à-dire tous les dés qu'on va rencontrer. Et c'est ça l'approximation de l'optique géométrique, qu'il n'y ait pas de diffraction. D'accord ? Donc maintenant qu'on a défini l'approximation de l'optique géométrique, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on va pouvoir utiliser un tracé de rayon lumineux pour décrire la marche de la lumière, c'est-à-dire, je vous le rappelle, si la longueur d'onde est petite devant toutes les longueurs caractéristiques du système étudié, on va maintenant devoir avoir, on veut des règles pour connaître la marche justement du rayon lumineux. Alors, on va considérer dans un premier temps des milieux homogènes et isotropes. Alors, homogènes, ça veut dire qu'ils ont le même indice de réfraction, quel que soit l'espace. Typiquement, dans cette pièce, l'atmosphère a partout le même indice de réfraction, c'est-à-dire que dans cette pièce, un rayon lumineux se propagerait en ligne droite. Et de plus, ici, l'atmosphère de cette pièce est isotrope, c'est-à-dire que quelle que soit la direction de propagation, la vitesse de la lumière va être la même, c'est-à-dire qu'on va avoir le même indice de réfraction. D'accord ? Il y a des contre-exemples à cela dans votre polycopier, je vous laisserai aller les voir. Mais donc la première règle qu'on va avoir, c'est dans un milieu homogène et isotrope, donc dans un milieu homogène et isotrope, la lumière va se déplacer en ligne droite. Marche en ligne droite. En ligne droite. Donc maintenant, vous savez comment tracer un rayon lumineux dès que vous avez un milieu homogène et isotrope. Donc ça veut dire à peu près n'importe quel milieu qu'on décrit très souvent, l'atmosphère de cette pièce, l'eau ou tout ce que vous voulez, un verre, etc. D'accord ? Mais maintenant, il peut y avoir aussi un deuxième cas, c'est lorsqu'on change d'indice de réfraction brutalement. D'accord ? C'est-à-dire lorsqu'il y a un dioptre. D'accord ? Donc, dioptre. Ici, si vous voulez, c'est quand n était constant. Ici, on va avoir une discontinuité de n. D'accord ? La discontinuité de n se fait sur une surface qu'on appelle le dioptre. Et il arrive sur cette surface un rayon incident. D'accord ? Donc mettons qu'on ait un indice n1 ici et n2 ici. On va repérer tous les rayons par rapport à la normale au dioptre. D'accord ? Donc ici par l'angle I1. Que va-t-il se passer ? On va avoir un rayon réfléchi et un rayon réfracté. D'accord ? Alors ici un rayon réfléchi et là un rayon réfracté. D'accord ? Ici on a I, on va appeler R l'angle du rayon réfléchi et I2 celui de l'angle réfracté. Alors voilà, maintenant on sait comment tracer un rayon, on sait qu'il va y avoir un rayon réfléchi et réfracté, mais quels sont ces angles ? Comment est-ce qu'on va pouvoir en pratique dessiner, lorsqu'on a un problème technique, ces rayons, la marge du rayon lumineux incident. D'accord ? Et ça, c'est les lois de Snell-Descartes qui vont vous donner des relations entre I2, I1 et R. D'accord ? Alors, la loi de Snell-Descartes, en fait, se décompose en 3 temps. La première des conclusions de Snell-Descartes, c'est déjà que j'ai le droit de faire le schéma comme je l'ai fait ici. C'est-à-dire que le rayon incident, réfléchi et réfracté vont être situés dans un même plan appelé plan d'incidence. D'accord ? Donc les 3 rayons appartiennent à un même plan, puis qui s'appelle le plan d'incidence. D'accord ? La deuxième conclusion, c'est que, comme très souvent, d'accord, comme vous avez utilisé sur un miroir, le rayon réfléchi a la même incidence que le rayon incident. C'est ce qui se passe par exemple sur la mandarine. Je ne sais pas si Noé, si tu peux aller regarder. On a un tube en aluminium, d'accord, qui réfléchit la lumière. Et pourquoi on a cette forme bombée ? C'est pour que la lumière soit réfléchie toujours dans le même sens. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est la première des lois que vous connaissez tous. Vous êtes tous déjà regardés dans un miroir. D'accord ? Donc ici on a I1 égale R. La première loi de Descartes pour la réflexion, assez simple. Maintenant pour le rayon réfracté, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la troisième loi de Descartes qui va vous donner,
enfin la troisième partie de la loi de Descartes qui va vous donner l'angle I2. Descartes, en fait, on dit Snell-Descartes parce que c'est pas vraiment clair qui a trouvé la loi en premier, d'accord? Et donc les anglo-saxons disent que c'est Snell parce qu'il est anglo-saxon et des Français disent Descartes parce que, bon, il est français, cocorico. Il vous dit juste que tout dépend de l'indice de réfraction, d'accord? N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Qu'est-ce que veut dire cette loi? En fait, beaucoup de choses se cachent à l'intérieur de ça, d'accord? Et on va un petit peu réfléchir à ce que ça veut dire. Mais imaginons que N2 soit plus grand que N1. Ça veut dire qu'on entre dans un milieu qui est plus réfringent. Puisque N2 est supérieur à N1 et que je dois vérifier cette relation, il faut que sinus I2 soit plus petit que sinus I1. D'accord? Et le sinus est croissant, on va donc avoir I2 plus petit que I1. D'accord? C'est ce que j'ai dessiné ici. D'accord? Donc là, le dessin, ok, il est vrai dans le cas où N2 est plus grand que N1. D'accord? Bon, et ces deux phrases, la phrase que je viens de dire, il faut s'en rappeler, d'accord? C'est pour vous donner du sens physique et savoir dessiner rapidement une réfraction sans avoir à calculer explicitement les angles, d'accord? Quand j'entre dans un milieu plus réfringent, je m'approche de la normale. Quand j'entre dans un milieu moins réfringent, je m'écarte de la normale. D'accord? Mais si on s'arrête 2 secondes sur ce que je viens de dire, si j'entre dans un milieu moins réfringent, je m'écarte de la normale, la question est, mais à un moment, je m'écarte jusqu'où? Est-ce que je peux m'écarter à l'infini, d'accord? Donc, refaisons un petit dessin, d'accord, avec N1 ici, N2, mais dans le cas où N1, cette fois-ci, est supérieur à N2. Donc, je vais toujours avoir mon rayon incident, I2, mais cette fois-ci, l'angle I2 va être plus grand que I1. Donc, je vais m'éloigner de la normale. Ici, j'aurai I2. Donc ici, la même chose, R. Simplement maintenant, si j'augmente I1, excusez-moi, si j'augmente I1, I2 va aussi augmenter. Il faut que la loi de Descartes soit vérifiée tout le temps, d'accord? Mais maintenant, si je l'augmente, je vais arriver à un certain point où mon angle réfracté, en fait, mon rayon réfracté se confondra au dioptre, d'accord? Typiquement pour cet angle I1 ici, que je vais appeler IC, l'angle critique, d'accord? Toujours l'angle réfléchi, d'accord? C'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction limite. À un certain moment, vous n'allez plus voir dans le milieu du dessous de rayon réfracté. Pourquoi? Parce que, en fait, ce rayon est confondu avec le dioptre, d'accord? Simplement, en appliquant maintenant la loi de Descartes, on se rend compte que l'angle IC est défini par N1 sinus IC est égal à N2 sinus de pi sur 2, d'accord? Pi sur 2, c'est un angle droit, c'est-à-dire que le rayon réfracté est bien sur le dioptre, d'accord? Ce qui nous conduit à sinus IC est égal à N2 sur N1, d'accord? Et ici, on dit ouf, d'accord? Le sinus est entre 0 et 1, et on a bien N2 inférieur à N1, donc ici, c'est bien entre 0 et 1, d'accord? Au-delà de cet angle, donc ici, on a réfraction limite, et si maintenant, on utilise un angle qui est plus grand que IC, d'accord? C'est-à-dire que si vraiment on pousse au maximum, on éclaire en incidence rasante le dioptre, on va avoir, cette fois-ci, réflexion totale. Réflexion totale. C'est-à-dire que, peu importe, si vraiment j'incline mon rayon incident avec I supérieur à IC, je vais toujours avoir un rayon réfléchi, d'accord? Mais ici, la relation de Descartes pour l'angle réfracté, je ne pourrai jamais la satisfaire. Donc en fait, il n'y aura pas de rayon réfracté dans ce cas-là. Et tout va être réfléchi. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on se sert de ça? Regardez, typiquement, lorsqu'on veut propager du signal dans une fibre optique, mettons que la fibre optique soit composée d'un cœur d'indice NC et d'une gaine d'indice NG, d'accord? Si je ne veux pas perdre d'intensité et que mon rayon au départ entre avec une certaine incidence, d'accord? Il faut que l'angle ici soit assez grand, d'accord? L'angle d'incidence soit assez grand pour qu'il y ait réflexion totale et que je ne perde pas de l'intensité dans la fibre et que toute l'information que j'envoie
arrive de l'autre côté. D'accord? Donc ici, il faut choisir l'incidence, donc comment on envoie les rayons dans la fibre optique pour que tout soit transmis à l'utilisateur. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit peu oublié, depuis le départ, de mettre toujours des flèches pour signifier dans quel sens allait la lumière sur mon rayon lumineux. D'accord? Typiquement ici, si mon laser ou n'importe quelle autre source lumineuse pointe dans ce sens-là, la lumière va bien suivre ce chemin-là. D'accord? Et on voudrait le spécifier. D'accord? Pourquoi est-ce que je ne mettrai pas de sens à mes rayons lumineux? La lumière va bien d'un point A à un point B. D'accord? En fait, on ne spécifie pas forcément parce que la lumière suivrait exactement le même chemin si on changeait, si on mettait le laser cette fois-ci dans ce sens-là. La lumière suivrait exactement le même chemin en sens contraire. D'accord? Et reviendrait dans le premier laser. Donc au lieu de dire, bon, on a un rayon lumineux et on va mettre des flèches, on sait que dans n'importe quel sens, le rayon lumineux, le trajet lumineux suivi par la lumière sera le même, d'accord, dans un sens ou dans l'autre. Ça s'appelle le principe de retour inverse de la lumière. Et donc, on note ça simplement comme un rayon lumineux, d'accord, c'est-à-dire sans flèche, sans sens de propagation, et ce qui va décrire les deux possibilités, d'accord, et on va être beaucoup plus général sans mettre de flèche que si on en mettait. Donc dans cette vidéo, on a vu comment se propager un rayon lumineux dans un milieu homogène et isotrope, c'est-à-dire en ligne droite, mais aussi lorsqu'on avait un dioptre. Donc typiquement, on avait un rayon réfracté et un rayon réfléchi. D'accord ? On va maintenant appliquer toutes ces notions au cas des lentilles minces dans la vidéo optique géométrique numéro 2, que je vous invite à aller voir prochainement. Vous pouvez bien sûr nous poser des questions sur tout ce qui s'est fait aujourd'hui à l'adresse, sur le mail indiqué sur tous les polycopiés, ou alors nous téléphoner au numéro indiqué aussi sur les polycopiés. Bonne révision et à plus tard.